Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Enjeux majeurs, 4e numéro que nous consacrons au logement en Vendée. Est-ce que c'est simple de trouver un toit à acheter, à louer dans le département? C'est ce que nous avons essayé au cours des 3 précédents épisodes, de comprendre, et c'est ce que nous allons essayer de résumer ce soir si vous n'avez pas eu l'occasion d'être téléspectateur des précédents épisodes. On a eu énormément d'informations justement autour du logement en Vendée et nous nous sommes dit que ce petit récap était nécessaire. On a 45 minutes devant nous donc pour essayer de vous retracer les grandes lignes de ce marché de l'achat, de la location et du logement social en Vendée. À mes côtés, de nouveau, Colline Davy de la rédaction de TV Vendée. Bonsoir Colline. Bonsoir. Vous allez ponctuellement au cours de l'émission revenir avec des extraits des journaux de TV Vendée et faire des petits éclairages de témoignages extérieurs à ce plateau. Et à vos côtés, à nos côtés, nous avons de nouveau des invités que nous avions eu l'occasion de recevoir justement au cours des précédents numéros, que nous avons conviés pour ce petit récap, à commencer par Didier Lebras. Bienvenue de nouveau sur le plateau de TV Vendée. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'ADIL Vendée. À vos côtés, on retrouve Antoine Vercelletto, agent immobilier du côté du littoral. Vous êtes également président de la FNAIM Vendée, donc cette agence qui regroupe les agences immobilières, ce regroupement d'agences immobilières à l'échelle départementale. En face, nous avons Valentin Josse, conseiller départemental et maire également. Vous allez mettre votre casquette de maire au cours de cette émission de Mouilleron-Saint-Germain. On parlera de votre expérience. Et enfin, Damien Martineau, bienvenue de nouveau sur le plateau d'Enjeux majeurs, DG de la Compagnie du Logement, donc bailleur social, et président de l'USH des Pays de la Loire, qui est donc le regroupement régional des bailleurs sociaux. Colline, comme d'habitude, vous allez nous dire, vous allez commencer par un petit chiffre, on va planter le décor. Si on s'inspire de ce qui a été précédemment dit, est-ce que la recherche d'un logement en Vendée, c'est un petit peu peine perdue? Eh bien, pas forcément, mais d'abord, vous l'avez dit, pour développer tout ça, on va commencer par un chiffre, 430 800. C'est le nombre de logements selon les derniers chiffres disponibles de 2019, avec une progression annuelle estimée à 1,4%. Et grâce à l'ADIL, nous avons même une répartition de ces derniers. 305 000 sont des résidences principales, 103 900 des résidences secondaires et il ne reste qu'un peu moins de 22 000 logements vacants. C'est seulement 5% du parc donc. Alors si l'on compare aux moyennes nationales, la Vendée est plutôt bonne élève dans la réhabilitation des logements puisque le pourcentage de logements vacants est plutôt faible. En revanche, et ce n'est une surprise pour personne, la part des résidences secondaires est bien plus élevée qu'ailleurs en France. Le nombre de logements progresse et nous l'avons évoqué dans nos 3 dernières émissions. Mais le problème persiste parce que la demande progresse encore plus vite. On va prendre un peu de recul maintenant. La Vendée comptait en moyenne 7300 nouveaux habitants par an entre 1999 et 2019. Sur une période plus réduite, cette moyenne tombe à 5000. Et sur la seule année 2019, ce sont 3200 ménages cette fois supplémentaires. Très concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que le département accueille certes moins de nouveaux ménages, mais que la population continue malgré tout d'augmenter. Les profils sont différents en fonction des territoires, des âges, des modes de vie aussi. Les problématiques sont donc elles aussi différentes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chacun ici autour de la table ou en Vendée essaye de s'adapter du mieux possible. Et je crois que c'est ce qu'on a essayé de démontrer un petit peu au cours des précédents numéros. Messieurs, quelle est cette situation donc en Vendée? Est-ce que c'est une sorte de fuite en avant? Oh là. Pas de fuite en avant pour ce soir. Non, il n'y a pas de fuite en avant. Il y a simplement une réalité démographique. La Vendée accueille des nouveaux habitants. Elle accueille des personnes effectivement plutôt retraitées sur notre littoral, plutôt des actifs sur le bassin de la Roche-sur-Yon et le bassin du Bocage. Donc non, il n'y a pas de fuite en avant. Il y a simplement des mobilités résidentielles qui fonctionnent, des mobilités également professionnelles à l'intérieur de la Vendée, qui nécessitent et qui créent en fait des besoins en logement nouveaux chaque année, sur lesquels un certain nombre d'acteurs essayent d'y répondre. C'est les acteurs des investisseurs du parc privé qui apportent pierre à leur édifice dans la création de logements. C'est les collectivités en mettant en place des outils d'information, de conseil, d'accompagnement des particuliers pour rénover les logements. Et puis ce sont aussi les bailleurs sociaux qui contribuent par leur création de logements, mais également sur leur attribution de logements, à favoriser ce parcours résidentiel dont on a parlé sur les derniers épisodes.
C'est aussi la rançon du succès, l'hyper-attractivité de la Vendée, parce qu'on peut le dire un peu comme ça, sans toute humilité, mais il y a vraiment deux facteurs importants. Il y a de l'emploi, Didier l'a dit, et puis il y a un cadre de vie. Et les gens, à la sortie du Covid, voilà, ils recherchent encore plus qu'avant, je crois, la combinaison de ces deux éléments-là, c'est-à-dire choisir sa vie et un cadre dans lequel on peut travailler en profitant des atouts, des attraits du département. Donc ça, c'est... Et ce, sur l'ensemble du territoire vendéen. Parce que c'est vrai que la Vendée a sa diversité, elle est riche de ses paysages, elle est riche aussi d'un panel touristique, qu'on soit effectivement sur le littoral, qu'on soit au Puy du Fou, qu'on soit près du Marais Poitevin. Comme disait Damien Martineau, on a... la rançon du succès, on est aussi géopolitiquement parlant un territoire de l'arc atlantique qui connaît en plus de l'effet Covid une réelle attractivité de par son positionnement géographique et tout cela cumulé fait que nous avons en plus un département plutôt équilibré. La ville-préfecture ne représente que 10% de la population du département, donc on a effectivement un territoire plutôt équilibré en termes d'emploi et ça se retrouve aussi après en termes de tension d'habitat. Alors effectivement, on a des zones extrêmement tendues sur le littoral, sur La Roche-sur-Yon, sur les herbiers Montaigu. Mais quand on regarde bien, c'est depuis plusieurs années maintenant l'ensemble du territoire qui est confronté à cette tension et ces demandes récurrentes sur l'ensemble du territoire. Antoine Vercelletto, quand on cherche à acheter ou à louer, est-ce qu'il faut se résigner à faire des concessions aujourd'hui quand on veut s'installer ou bouger en Vendée ? Oui, on fait toujours, par définition, quand on a fait un achat, on n'a jamais exactement ce que l'on souhaite, donc on a toujours quelques concessions à faire. Mais pour revenir sur le fond, je dirais qu'aujourd'hui, on a parlé de l'attractivité de la Vendée. Le problème du logement, c'est un problème national, il n'y a pas que propre à la Vendée, il y a le phénomène de l'arc atlantique que vous avez souligné. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, on est dans une logique, alors on est plutôt passé sur un marché d'acquéreurs, donc ça, c'est peut-être aussi la bonne nouvelle. On était sur un marché très fort ces dernières années qui était exceptionnel. On revient à un marché équilibré, un marché d'acquéreurs. Donc aujourd'hui, c'est le moment pour les acquéreurs de revenir et de regarder. On s'attend quand même à une diminution des volumes entre 15 et 20% sur la Vendée malgré tout, parce que c'était très important les dernières années, ces 2 dernières années, et avec une baisse des prix. Parce qu'aujourd'hui, les prix n'augmentent plus. On est sur ces derniers mois autour de 0%. Et ils vont infléchir parce qu'ils ont fortement augmenté ces dernières années. Donc ça va être de nouveau l'occasion, en tout cas, de continuer à investir en Vendée et de s'installer en Vendée. Donc tout n'est pas noir, c'est plutôt une bonne nouvelle et comme on l'a dit, l'attractivité du territoire fera le reste. Alors vous êtes plutôt sur le littoral, vous concernant, au niveau de l'agence immobilière. On est à combien du mètre carré et est-ce qu'on peut comparer avec l'intérieur des terres, par exemple ? Alors, je vais parler sous le contrôle de Didier, il connaît tous les chiffres, mais sur les Sables d'Olonne, on est aujourd'hui entre 4 500 et 5 000 euros le mètre carré. Voilà, et on peut monter jusqu'à front de mer, plus de 10 000 euros. Voilà, et puis évidemment, on se retrouve, si je prends dans des territoires autour de la Châtaigneraie et Fontenay-le-Comte, on va être plutôt autour de, je crois, 1 300, 1 500 euros. Sur la Roche-sur-Yon, on va être à peut-être 2 500 euros, voilà, exactement. Et puis, le phénomène aussi sur les îles est encore plus important. Mais enfin, voilà, un peu le panel et la panoplie, mais on en trouve pour chacun, et c'est la diversité du territoire vendéen. Je pense que chacun a une place en Vendée. On a beaucoup parlé du littoral comme zone de tension, mais on a aussi ponctuellement évoqué tout ce qui est la zone autour de Montaigu, par exemple, les Herbiers et la Roche-sur-Yon. Donc là aussi, on a ce prix du mètre carré assez élevé. Montaigu, par exemple, c'est la proximité de Nantes qui fait toujours grimper les prix. C'est la proximité de Nantes. C'est aussi les axes routiers. On n'en a peut-être pas parlé suffisamment, mais on a une Vendée qui s'est quand même développée grâce à ces axes routiers. Et puis après, grâce aussi à la ligne TGV. Quand on retrouve les Sables d'Olonne aujourd'hui à 3h, 3h30 selon le TGV qu'on prend dans la journée, les distances sont raccourcies.
le télétravail aidant, on peut se retrouver à dire qu'une personne qui va faire 2 allers-retours par semaine, c'est pas forcément impensable aujourd'hui. Donc, on a des gens qui soient de la région parisienne, qui soient de Nantes, décident de s'installer, sortir des grosses métropoles et de s'installer effectivement sur des territoires qui sont attrayants d'un point de vue touristique et de cadre de vie, comme on le disait. Donc, ces phénomènes de transport, ils ont été améliorés, ils contribuent effectivement à... Voilà, je crois que les Sables d'Olonne, aujourd'hui, si vous faites un tour en partant de Lorient et en descendant jusqu'à Bayonne, sur cet arc atlantique, vous apercevez qu'en réalité, c'est la seule ville qui dispose quasiment de tout. C'est une ville urbaine avec des services, c'est une ville de bord de mer avec une plage magnifique, une forêt et un cadre de vie qui est vraiment exceptionnel, des commerces, des services de santé encore. Donc globalement, c'est forcément attrayant pour quelqu'un qui vient d'une grande métropole. Et puis, on a encore des prix qui, malgré tout, même s'ils ont fortement augmenté ces dernières années, sont encore très largement compétitifs. Par exemple, si on se compare à La Rochelle. Donc, les Sables d'Olonne aujourd'hui sont moins chers que La Rochelle ? Bien sûr. Les valeurs, alors ça tend effectivement à se rapprocher progressivement, oui. Mais on a encore, alors l'exception du front de mer à 10 000 € du mètre carré sur les Sables d'Olonne, c'est vraiment le front de mer. À La Rochelle, intramuros, vous êtes au-delà de ces valeurs-là. Donc on a des phénomènes de rattrapage, et puis malgré tout des gens qui vont se dire, on a quasiment tous les services, tout le cadre de vie exceptionnel, des réseaux routiers, des réseaux de TGV. C'est une zone attrayante. Au niveau du logement social, Damien Martineau, est-ce que là encore, on retrouve cette très forte attractivité dans les demandes, puisqu'on le rappelle, ce qui compte aussi, c'est la demande, le plus tôt on la pose, le plus vite, entre guillemets, on peut accéder à un logement. Est-ce que vous avez cette très forte concentration sur l'arc sablais, ou alors, finalement, ça ressemble à la typologie de la Vendée, avec un maillage assez régulier ? Vraiment, il y a 17 000 demandeurs de logements sociaux aujourd'hui, si on sortait le fichier aujourd'hui, donc 17 000 demandeurs actifs. Les villes qui sont ciblées sont La Roche-sur-Yon, c'est 25% de la demande qui s'exprime. Ensuite, il y a les Sables d'Olonne, Challans, voilà. Et ensuite les Herbiers. Enfin, voilà. C'est les gros bassins d'emploi, voilà, finalement. les gros bassins d'emploi, et on est vraiment sur l'arc qui relie, le trait qui relie Nantes au littoral, entre Nantes, La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne, Challans, on est sur cette zone-là, quoi. Donc cette attractivité se ressent à la fois sur l'achat, la location, que le logement social. Tout à fait, c'est clair. Donc effectivement c'est difficile quand même de ne pas viser ce littoral, il fallait qu'on y revienne, on en a parlé au cours des précédents numéros, c'est un petit peu la porte d'entrée que beaucoup de personnes veulent emprunter quand elles arrivent, elles s'installent dans le département. Cette envie de vivre au bord de la mer, dans tous les échanges que vous pouvez avoir, est-ce que vous essayez un peu, alors peut-être pas au niveau de vous Antoine, mais de rappeler un petit peu à la réalité aussi quand même ces aspirants à un logement sur la côte en leur rappelant que la Vendée, ce n'est pas que ça. Alors, ce qui est par contre un point aussi à souligner dans cette réalité, c'est qu'il y a effectivement des personnes qui arrivent et il faut essayer de leur faire comprendre qu'il n'y a pas forcément la place pour tout le monde et donc effectivement il faut essayer d'équilibrer un peu son choix. Mais on voit aussi une problématique, ce sont les jeunes issus des communes littorales ou rétro-littorales qui n'arrivent plus à pouvoir se loger sur leur territoire de naissance. Et là, on a une vraie problématique. Et c'est un point d'attention pour les communes littorales, mais aussi pour les communes rétro-littorales. Et puis sur les communes aussi rétro-lyonnaises, j'ai envie de dire aussi, parce qu'on commence aussi on peut avoir ce phénomène-là parfois. Mais c'est un vrai sujet qu'on évoque avec Damien, avec Didier aussi, où on a eu cette inquiétude de voir les jeunes issus des territoires tendus, en tension, de ne pas pouvoir commencer leur parcours résidentiel sur leur lieu d'emploi ou leur lieu de vie associative, parce qu'on sait aussi que les jeunes vendéens, la vie associative est importante, même si elle est parfois fragile, et c'est aussi le moyen
d'intégrer aussi les nouveaux arrivants, de leur proposer la vie associative. Mais tous ces éléments-là sont des facteurs effectivement qui sont des points particuliers d'attention dans la mise en place de nos politiques publiques d'aménagement du territoire pour permettre justement aux communes notamment de pouvoir, en lien avec les bailleurs sociaux, de pouvoir maintenir des jeunes actifs et des jeunes issus de ces territoires. Alors c'est une bonne transition, Colline, parce qu'il y a notamment les jeunes insulaires, les jeunes habitants de l'île-Dieu et de l'île de Noirmoutier qui sont particulièrement concernés par cette recherche de logement quand ils quittent le foyer. Beaucoup sont obligés de s'installer sur le continent, faute de trouver un toit sur ces îles. Et justement, on a un témoignage à ce sujet. Tout à fait, un témoignage de l'association des enfants de tempête qui témoigne souvent justement de ce problème de manque de logement pour leurs jeunes qui sont obligés d'aller vers le continent, de quitter l'île. Donc c'est sur l'île Dieu. C'est sur l'île Dieu, tout à fait, parce qu'il n'y a même plus de logements vacants. Donc c'est un témoignage qu'on peut écouter tout de suite. On peut très bien demander aux gens d'essayer de vendre moins cher si c'est pour des habitants à l'année, d'essayer de transformer leur location saisonnière en location à l'année, parce que là on n'a quasiment plus rien à louer pour les gens qui souhaitent habiter ici à l'année. Mais ça ne suffira pas parce que quand le prix de l'immobilier tourne autour de 5 000 € le mètre carré, la mairie ne peut plus préempter, les îles ne peuvent plus acheter. Et donc là, on a besoin vraiment d'un soutien à l'échelle nationale, de mettre des garde-fous, de mettre, on ne sait pas, des limites à la spéculation immobilière, de définir des zones qui doivent être réservées à l'achat à l'année. Enfin, il y a plein d'idées, peu importe quel levier sera utilisé, mais là, on a besoin de leur aide. Ouais. Donc là, finalement, c'est vraiment le tissu associatif qui s'empare aussi de ce sujet du logement. Ce n'est pas un élu qui est en train de parler, c'est une habitante de l'île. Oui, on voit bien que ça concerne ces jeunes, on les a rencontrés notamment lors d'un colloque sur l'île-Dieu, justement sur le logement, et on voit bien que pour maintenir une population active, l'île a besoin de vivre. Il y a des services, des commerces, des activités, mais pour autant, il n'y a pas effectivement beaucoup de moyens parce que il y a la réalité géographique, on est sur une île, donc déjà c'est pas extensible. On a aussi une importante surface en zone Natura 2000, donc ça limite aussi les extensions possibles. Et puis on a effectivement un coût du foncier, là, je ne sais pas combien on est sur l'île-Dieu, mais c'est assez considérable. Alors, on a peu de chiffres sur le prix du foncier, parce que comme il est rare, il ne se vend pas beaucoup. Par contre, on a des chiffres sur les valeurs des maisons qui se vendent. Et bien évidemment, l'île-Dieu est le territoire où les maisons se vendent le plus cher, bien évidemment. Donc on a des valeurs extrêmes. Et on a même aussi des comportements, c'est un peu ce que disait la personne dans le reportage. On a aussi un phénomène où certains professionnels de l'immobilier vendent aux enchères. C'est bien. Et cette vente aux enchères de biens sur l'île-Dieu a provoqué quelque part une explosion des prix avec des niveaux de référence qui ne sont absolument pas ceux qu'on connaissait en Vendée jusqu'ici. Ça veut dire qu'il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de référence, il n'y a plus de limite. C'est au plus offrant. Et à partir du moment où on rentre dans ces conditions d'être au plus offrant, on a forcément des populations sous forme associative, militantes. C'est vrai sur l'île-Dieu, c'est vrai aussi sur la presqu'île de Quiberon, c'est vrai sur des territoires comme Saint-Malo, sur le territoire également de Biarritz-Bayonne, où on a des revendications qui commencent à monter en puissance auprès des élus, qui peuvent être virulents, qui peuvent être aussi finir par être agressive au regard de l'état du logement et des difficultés qu'il rencontre. Et c'est là qu'il faut arriver à trouver des solutions assez novatrices. L'une des propositions, effectivement, ça peut être ce qu'on appelait le bail réel solidaire dont on a parlé à un précédent épisode. Je pense que Valentin peut en parler. C'est quelque chose qui est novateur, qui s'est mis en place très récemment en Vendée, on va dire depuis 2 ans, et qui commence à prendre son essor. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc le BRS, on peut rappeler le principe. En fait, vous êtes propriétaire de votre maison ou de votre appartement, mais vous êtes locataire de votre foncier. Donc c'est un peu un modèle plutôt anglo-saxon. C'est vrai que nous, propriété privée latin, c'est un peu différent, mais on voit bien que
avec ce système, ce moyen, on évite l'effet spéculatif au moment d'une revente du bien, où souvent en fait l'opération spéculative se fait souvent sur le foncier, et ça permet d'avoir la possibilité de loger des personnes qui rentrent effectivement dans selon des critères de ressources, qui commencent souvent un parcours résidentiel. Ça permet pour des jeunes actifs, on l'a vu, même Damien a aussi l'expérience avec la compagnie du logement, vous avez aussi ce système du BRS, avec la possibilité effectivement de loger des jeunes actifs à proximité très souvent même de leur lieu de travail. C'est assez exceptionnel, on le voit à Saint-Gilles, au Sable d'Olonne, à La Roche-sur-Yon, à Chaland. Souvent en plus des coûts d'achat qui sont entre 20 et 40% moins chers que le prix du marché. Et puis vous assurez comme cela derrière, vous devenez propriétaire. Ça rentre en plus pour les communes dans ce qu'on appelle le contingent SRU, dans le logement social. Et ça permet quand même de maîtriser un maximum la spéculation, de faire des opérations qui peuvent être mixtes, soit avec des bailleurs, soit aussi avec des promoteurs privés. Donc c'est vrai que c'est une des solutions, mais je pense que c'est vraiment une des solutions assez fortes que l'on va essayer de privilégier au maximum, en tout cas sur les zones extrêmement tendues, que sont le littoral, La Roche-sur-Yon et puis les Herbiers et Montaigu. Alors juste pour bien préciser, ce n'est pas moi, aspirant acquéreur, qui vais demander d'acheter en BRS. C'est des logements bien précis qui sont identifiés comme tels. En tout cas, pour ce qui est par rapport à Vendée Foncier Solidaire, peut-être que Damien, tu pourras expliquer aussi le procédé vous concernant. On a effectivement un travail qui est opéré aussi en lien avec Vendée Habitat et puis la DIL qui travaille sur les profils. Parce que, comme je vous ai dit, il faut que ça réponde aussi à des profils de ressources. Et puis, on sent effectivement qu'on est sur une logique de parcours résidentiel. Et puis, après, en fonction des programmes qui sont proposés, eh bien, on affecte des logements. Et moi, j'ai un souvenir à Saint-Gilles, le témoignage d'une jeune personne qui travaille, je crois qu'elle est fleuriste sur Saint-Gilles. Elle était sur une commune avoisinante. Elle avait un loyer beaucoup plus cher que ce qu'elle rembourse aujourd'hui par rapport à ce qu'elle doit rembourser par rapport à son emprunt. Et avec le loyer en plus qu'elle doit payer sur le foncier, en tout cas, elle s'y retrouve complètement. Elle a un logement très qualitatif et en plus, elle va à pied à son travail. Donc, et au Sable d'Olonne, on a eu aussi ces effets-là. C'est très, très important. Et c'est vrai qu'on le cible majoritairement quand même vers les plus jeunes actifs. Damien Martineau, oui, ça c'est aussi une possibilité pour le logement social de se renouveler. Tout à fait. Alors, c'est une alternative au logement locatif social, puisque là, on est sur un projet d'accession à la propriété. L'intérêt, il est combiné entre celui de l'accédant, qui va voir quand même sa capacité d'emprunt énormément augmentée du fait des aides, parce que l'État réduit la TVA à 5,5 au lieu de payer 20%. Donc, vous voyez, vous avez tout de suite 15% de remise immédiate sur le prix de la construction, donc ça c'est énorme. Intérêt partagé avec celui de la collectivité locale, parce qu'en fait, le bien qui est en accession à la propriété, il sera toujours en accession abordable. C'est-à-dire si les gens souhaitent revendre leur bien, ils peuvent le faire, ça passe sous l'agrément de l'organisme de foncier solidaire, qui garantit que le futur accédant sera également sous plafond de ressources et à un prix de revente qui va être lui aussi régulé par le contrat initial. Donc en fait, il y a une mécanique qui s'installe qui permet en fait de renouveler l'acte d'accession abordable à chaque mutation. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour les collectivités locales, pour les communes, parce que ce faisant, elles permettent à des jeunes, notamment parce que c'est bien sûr le public qu'on souhaite accompagner, permet aux jeunes d'accéder à la propriété dans des conditions qui sont en deçà des données de marché. Et ça permet aussi aux collectivités de garantir que ce soit une résidence principale, donc il y a un double avantage aussi. Oui. Alors voilà, c'est ça, on ne peut pas en faire une résidence secondaire, c'est vrai qu'il faut le préciser, c'est forcément une résidence principale. Ça nécessite aussi pour la commune bien souvent d'aider aussi à l'achat du foncier, parce que si on veut qu'à la fin le logement soit abordable, eh bien, on demande à la collectivité de faire un effort, mais qui sera fait pour la durée longue. C'est-à-dire qu'on est sur des baux à 99 ans, donc imaginez
quand on sait qu'une maison ou un appartement, la durée moyenne de possession doit être entre 7 et 10 ans. À peine, voilà. Voilà, donc, dernièrement, c'est autour de 5 ans. 5 ans. Donc, en 99 ans, il y a eu 20 mutations. Donc, ça fait 20 accédants qui peuvent être accompagnés. Alors, dans le cas de l'IDIE, je ne sais pas si ça fonctionnerait précisément. Mais... Excuse-moi, Damien, mais c'est vrai qu'on a des propos. Enfin, on travaille avec monsieur le maire de l'IDIE sur une possibilité, effectivement. Alors, on n'en fera pas 30 ou 40, mais si on peut déjà répondre peut-être au moins une dizaine, ça répondrait déjà à une possibilité pour ces jeunes actifs qu'on a vus tout à l'heure. Puisque nous sommes en train de parler du logement social, on est dans une émission récap, peut-être redonner quelques tuyaux très pratiques sur la personne qui souhaite accéder à un logement social. Quelle démarche, auprès de qui, comment ? Quelle démarche ? Alors, première démarche, acte 1, comme l'aurait précisé Didier, c'est il faut faire une demande, formuler une demande qui peut être faite sur Internet, demande de logement, on formule sa demande, on choisit les communes dans lesquelles on souhaite focaliser sa demande. Cette demande, je recommande de l'accompagner d'une démarche vers une agence, d'un bailleur pour préciser, parce qu'une demande, c'est un document un peu froid. Enfin, voilà, donc on a besoin, nous, de parler connaître de son parcours. Voilà, le parcours, les difficultés qu'on rencontre, ou pas. Ça peut être, et ça permet comme ça aux conseillers, aux conseillères habitat de mieux orienter la personne dans sa demande. Parce que souvent on va dire, je sais pas, je veux une maison au Sable d'Olonne, c'est l'exemple que je prenais la semaine dernière. Eh bien la maison au Sable d'Olonne, il va falloir attendre plusieurs années, je pense, avant de l'avoir, parce que ce sont des logements un peu captifs de leurs habitants aujourd'hui. Donc aller faire cette démarche, et ensuite, si le dossier est retenu, il va être présenté avec 3 autres à une commission d'attribution qui est paritaire, c'est-à-dire qu'on a des représentants de la commune, des représentants des associations de locataires, des agents de l'État. Enfin voilà, on a différentes parties prenantes qui vont regarder chaque dossier et puis peser. Alors c'est pas un exercice simple, mais choisir le meilleur dossier pour le logement qui est proposé. Donc le fait d'appeler très régulièrement ne va pas forcément faire remonter mon dossier sur le haut de la pile. C'est pas forcément en appelant régulièrement, c'est en qualifiant bien la demande. Et c'est vrai que là, le rôle des conseillers, c'est vraiment d'orienter la demande, et de dire, écoutez, on parlait de faire des consensus tout à l'heure, là pour la demande de logement, c'est un peu pareil. Il faut essayer de comprendre à un moment, oui, on veut une maison bord de mer, voilà, ça ne va pas être possible tout de suite. Et il y a peut-être d'autres choix qui vont permettre de satisfaire la demande du moment et d'aller plus vite. Même question à vous, Antoine Vercelletto. Comment on fait pour mettre toutes les chances de son côté pour être un candidat à la location idéale dans les agences immobilières ? Il faut déjà franchir le pas d'une agence immobilière. C'est la première chose à faire. Parce qu'effectivement, là, c'est la même chose. Juste un appel ne suffit plus aujourd'hui. Il faut se déplacer. Se présenter physiquement. Je pense que c'est la première des démarches et il faut revenir à ça. Bien évidemment, il y a les sites d'annonces, mais cette démarche-là est importante parce qu'il y a le premier contact aussi avec le conseiller immobilier aussi qui va pouvoir jauger et poser les bonnes questions sur l'ensemble du dossier. Et comme on parlait de compromis de consensus, parfois on s'oriente vers peut-être un type de logement et on n'aura peut-être pas ce type de logement, mais un autre logement qui pourra être adapté. Donc ça, c'est très important d'avoir cette capacité d'adaptation et de ne pas être fermé. Et on parlait des communes, c'est pareil, on peut être sur du rétro-littoral et s'apercevoir que finalement c'est assez proche du lieu où on va travailler. Avoir évidemment un dossier le mieux constitué possible, mais on est là aussi pour aider et on est dans cette démarche, dans les garants de l'équilibre du contrat entre le bailleur et le locataire et d'accompagner l'ensemble du propriétaire et du locataire, puisque le sens de notre travail, c'est d'agir pour le logement, pour le bien de nos concitoyens. Voilà. Et notre acheteur, alors Didier Lebras, à quoi il ressemble aujourd'hui en Vendée ? Alors, il est pluriel, c'est ce qu'on a pu voir dans les éditions précédentes, il est pluriel. On a dit qu'effectivement, on a un certain nombre
primo-accédants qui avaient un peu déserté le marché du neuf, qui s'orientaient plutôt sur le marché de l'ancien parce qu'ils trouvaient dans l'ancien la capacité de faire de l'auto-réhabilitation, alors que dans le neuf aujourd'hui, il n'en est plus en capacité pour des questions de normes essentiellement, de réponse. On vient d'avoir la mise en place de l'ARE 20 au 1er janvier de cette année. Ça devient de plus en plus complexe de pouvoir faire de l'autoconstruction. Donc on voit que ce marché s'oriente plutôt sur le marché de l'existant. Et puis, on a aussi des acquéreurs qu'on appelle des secondos. Donc, après les primo-accédants, on a les secondos acquéreurs, qui sont plutôt des ménages dont les enfants sont partis. Donc, on va dire des quinquagénaires dont les enfants sont partis, se retrouver avec des maisons familiales qui, aujourd'hui, ne correspondent plus forcément à leurs besoins. Ça peut être des surfaces trop grandes, ça peut être des surfaces de terrain à tondre trop importantes, et qui vont se rapatrier par une proximité de centre-bourg, alors soit dans les lotissements privés, mais beaucoup dans les lotissements communaux. En Vendée, on a la chance que les collectivités interviennent beaucoup sur ce secteur, et notamment sur le nord-est du département. Et on va avoir sur ce marché un intérêt, puisque ces ménages qui ont des capacités budgétaires plus importantes vont construire éventuellement des maisons, on va dire, avec un niveau de confort, pas forcément plus grande, souvent même plus petite, mais avec des niveaux de confort plus importants, vont faire appel à des professionnels, y compris dans l'aménagement paysager de leur terrain. Et puis, ils vont aussi libérer, par la vente de leur ancien logement, un logement familial, et qui va pouvoir lui-même se retrouver sur le marché, donc faire travailler nos amis agents immobiliers, générer de l'activité économique, mais également offrir une opportunité à des jeunes ménages qui seront en recherche sur un bien, effectivement, qui est peut-être un peu plus dans un village, peut-être un peu plus éloigné du centre-bourg, mais qui correspondra à leurs attentes. Donc, le marché est un éternel recommencement. Le logement est un éternel parcours et un éternel recommencement. Donc il faut, on a des accédants qui changent un petit peu en termes de physionomie. On a l'arrivée également de nouvelles populations avec des fois des capacités budgétaires qui permettent pour ces populations d'acquérir sur le littoral. On a des effets effectivement de jeunes qui sont du littoral, qui se retrouvent à être repoussés en rétro-littoral, et ça nous pose des soucis, y compris dans les problématiques de déplacement, puisque générer des déplacements, c'est générer de la consommation en termes de véhicules, et ça amène à un coût qui est important à supporter par les ménages. Ça fait pas mal de paramètres à prendre en compte. Je vous propose de regarder un reportage à présent que nous avons consacré à l'artificialisation des sols. C'est un des thèmes qu'on a largement abordé au cours de cet épisode également d'Enjeux majeurs. Je ferai réagir le maire de Mouilleron-Saint-Germain après, parce que c'est une thématique qui concerne de nombreux maires, c'est-à-dire le fait qu'à l'horizon 2050, nous en reparlerons après, normalement, nous ne pourrons plus mordre sur les terres agricoles pour construire de nouveaux logements. Et donc, à cette occasion, nous avons eu une visite ministérielle, Colline, c'est ça, il y a quelques semaines. La ministre déléguée aux collectivités territoriales qui se rendait en Vendée il y a 2 semaines, à la rencontre à la fois des associations et des maires. Et donc, on est allés nous aussi à sa rencontre. On regarde ça. Des questions, des réponses, des prises de notes, mais surtout un sujet majeur, la zéro artificialisation nette. Alors que beaucoup de communes rurales craignent de ne pas pouvoir accompagner le développement de leur territoire, la ministre se veut rassurante. Déjà, on va leur permettre de se développer dans leur bourg, dans leur village, et ensuite, bien sûr, qu'il y aura un minimum, une sorte de forfait qui fera que même le plus petit village pourra quand même se développer un petit peu. C'est ce sur quoi on travaille avec Christophe Véchu pour faire en sorte que la façon dont on va appliquer cet objectif ZAN ne soit pas trop contraignant pour nos élus locaux. Une loi est en ce moment en discussion au Sénat pour assouplir la règle qui prévoit zéro artificialisation nette en 2050. La ministre propose quelques modifications, mais quoi qu'il en soit, la parole des maires est entendue.
la ministre nous a quand même plutôt rassurés en nous disant que nous aurions toujours la possibilité de construire dans nos villages, dans nos territoires ruraux. Alors nous sommes évidemment attentifs à ce qu'elle nous a dit et nous attendons bien sûr les décisions parisiennes et certaines évidemment que nous serons écoutés parce que si nous ne pouvons plus construire, si nous ne pouvons plus nous développer, nous ne pourrons plus accueillir de nouvelles familles et nous ne pourrons plus développer nos territoires ruraux. La réponse maintenant doit se voir dans les prochaines semaines. Nous sommes attentifs évidemment à ces réponses, mais nous serons attentifs aussi à ce qui viendra après. Parce que ce qui a été dit aujourd'hui, j'espère que ça sera poursuivi et que nous aurons tout ce que nous avons demandé. Nous avons entendu parler de subventions supplémentaires, de postes supplémentaires. Donc nous sommes dans l'attente et restons positifs. Si les maires attendent encore du concret, les associations rurales ont déjà obtenu un doublement de leur enveloppe d'aide annuelle, de quoi en effet rester optimiste. Beaucoup de maires dans la salle de la Maison des Communes à l'occasion de cette visite. Valentin Josse, donc vous êtes maire également, oui. Au-delà de conseiller départemental. C'est un sujet dont on parle dès aujourd'hui. C'est un sujet majeur. Sujet majeur tout d'abord qui se traduit par la mise en place de nos documents d'urbanisme, les fameux PLU et PLUI. On part beaucoup sur les PLU intercommunaux. Et d'ores et déjà dans les PLUI et dans les schémas de cohérence territoriaux, les SCOT, qui sont des documents de planification, on intègre déjà cette valeur de moins 50% de consommation par rapport aux 10 dernières années de référence. Déjà. Donc l'objectif qui est de tendre à diminuer de 50% à l'horizon 2025, puis d'être à zéro artificialisation nette en 2050, est déjà pleinement intégré par les maires vendéens. Le deuxième point, il se traduit à travers aussi nos opérations de revitalisation de nos cœurs de bourg, avec un travail autour des comblements de dents creuses et puis d'opérations de renouvellement urbain. On achète des vieilles maisons qu'on fait tomber, on reconstruit en essayant de densifier, en mixant aussi commerce et habitat. Alors effectivement, on travaille sur tous ces potentiels-là, mais ça nécessite quand même des opérations qui sont beaucoup plus coûteuses. On a la chance d'avoir aussi les bailleurs sociaux qui nous suivent, mais là aussi, compte tenu de l'inflation, de l'indexation aussi sur le livret A, on voit aujourd'hui que les choses sont plus complexes. Et ce zéro artificialisation nette, moi je ne crois pas que nous pourrons à 2050 dire nous ne ferons plus d'artificialisation. Oui, parce que c'est pas facile. Non, c'est vrai, pourtant voilà. Parce qu'on parle aussi, si on veut regarder le texte précisément, on parle dans l'optique du zéro artificialisation nette, de renaturation. Dès lors qu'on voudra effectivement construire en extension, il faudra dans ce cas-là renaturer des espaces qui potentiellement pouvaient être des friches, pouvaient être des espaces qui avaient été transformés. Ça sera complexe parce que si on veut renaturer, il faut travailler, il y a des notions pédologiques sur la nature des sols qu'il faudra effectivement retrouver. Ça sera extrêmement complexe. Bien sûr, il faut être vigilant, on a fortement consommé. Cependant, moi j'attire l'attention sur deux choses. Il y a déjà des efforts qui sont faits, on le voit. Et deuxièmement, on a parlé depuis quand même 4 émissions de l'attractivité, du dynamisme vendéen. Donc si on veut pouvoir répondre aussi à cela, et à la qualité de vie, parce que qui dit zéro artificialisation nette dit forte densification, alors on l'entend, mais sur certains territoires, on ne pourra pas mettre des contraintes qu'on retrouve effectivement dans certaines métropoles, parce que d'abord on n'a pas les mêmes services, la même mobilité, et sur la qualité de vie, vous avez des gens qui ont quitté des grandes villes pour venir en milieu rural, ce n'est pas pour retrouver la promiscuité oui. Qui entraîne parfois un peu de violence sociale. Alors je caricature un peu, mais il faut qu'on soit extrêmement vigilant. L'idée du ZAN est une idée vertueuse, mais concrètement, il faudra qu'elle s'applique avec réalisme. Et ce réalisme, c'est oui pour faire des efforts, mais on ne va pas passer du tout ou rien. C'est un peu le problème et un peu le mal français. Je suis désolé, c'est mon petit côté girondin, mais j'aime à le dire. On passe des fois face à quelques comportement extrême, on donne un coup de barre tellement fort que du coup ça risque de pénaliser. Et puis un point qui je pense n'avait pas été pensé par le législateur à l'époque, le ZAN participe fortement à un effet spéculatif qui n'était pas prévu.
Vous ouvrez la porte à une nouvelle émission, là. En tout cas, il faudra aussi repenser la façon dont on voit l'habitat, parce que notamment en Vendée, où on est plutôt des maisons individuelles, et le zéro artificialisation net, ben là, on est plutôt sur une densification. Et on voit bien que c'est un peu le paradoxe entre cette volonté sociétale, hein, nous sommes tous d'accord là-dessus, mais est-ce qu'on est prêt à accepter aujourd'hui la densification des centres-villes? On voit bien que les droits à construire ne sont pas pris entièrement par les maires parce qu'ils ont des oppositions, et que dès qu'il y a un projet qui se met en route, eh bien, souvent il y a un propriétaire ou deux, il y a des recours, ce qui bloque encore plus les dossiers. Donc là, il y a un vrai problème de société. En tout cas, il faut qu'on imagine peut-être ou qu'on fasse de la pédagogie par rapport à nos futurs logements et l'appétence qu'on a pour eux. Donc là, clairement, on est en train de parler au futur, donc on va se tourner un petit peu vers l'avenir pour conclure ce vaste dossier. Il nous reste 5 minutes, messieurs, chacun. Est-ce que vous pourriez me donner votre vision de la Vendée en termes de logement à l'échelle 2050, à horizon 2050 par exemple? Allons-y, Didier Lebras, c'est parti. Alors, bon, ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est que la Vendée a consommé beaucoup parce que son modèle était un modèle horizontal de la maison individuelle. Si on redonne les chiffres, c'est 4900 hectares qui sont consommés, effectivement, en termes de tout secteur confondu, c'est-à-dire l'habitat, les zones économiques. Et là, dans l'habitat, c'est 63% de cette consommation. Donc, c'est 3100 hectares. Pour parler pour parler clair, ça représente 764 terrains de football qui sont consommés et qui sont urbanisés chaque année. Voilà, ça permet d'avoir une référence pour ceux qui connaissent la superficie d'un terrain de football. Donc c'est beaucoup. On est au 9e rang national en termes de consommation. Donc le fait d'être au 9e rang, pour une fois, ce n'est pas une position qui nous est très favorable. Donc il faut trouver des modes. Donc pour ça, il y aura cette démarche de zéro artificialisation. Mais moi, je rejoins complètement et totalement le maire de Mouilleron-Saint-Germain. C'est que l'attractivité de la Vendée, elle a été provoquée également sur son cadre de vie, sur l'historique de ces fameuses entreprises à la campagne, son emploi de proximité. Et pour continuer à maintenir ces emplois de proximité, il nous faudra bien effectivement produire du logement. Cette production de logement, elle devra prendre en jeu certes le ZAN, mais aussi avoir une certaine souplesse. Il faudra que dans l'expérimentation locale, que peut-être que l'État soit un peu plus souple que la règle qu'il a édictée aujourd'hui. De la souplesse. Antoine Verselletto, les agents immobiliers, ils la voient comment la Vendée en 2050 ? Je ne sais pas exactement comment les agents immobiliers la voient, la Vendée, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la Vendée, elle va garder ses atouts d'attractivité et puis de solidarité. Ça me semble important, et de trouver des solutions ensemble, ce qui fait aussi la particularité de la Vendée. Et je crois aussi que la particularité de la Vendée, c'est d'avoir un multiple territoire. Et on parlait de la revitalisation de certaines zones rurales, et je crois plutôt à ça, au développement et à la revitalisation de ces zones rurales. Et évidemment avec des grands centres, mais on a cette chance aussi en Vendée pour l'instant de ne pas avoir une métropole qui aspire l'ensemble de l'activité économique, et je crois que c'est l'atout majeur de la Vendée pour s'en sortir en mieux par rapport à l'ensemble des autres territoires. Donc je le vois plutôt d'un bon œil, en tout cas, à l'avenir de la Vendée. Est-ce que c'est d'un bon œil également, Damien Martineau, que vous voyez la Vendée ? Antoine, là, c'est juste la répartition de l'activité économique et donc du logement qui l'accompagne en Vendée, c'est assez remarquable, parce qu'il y a beaucoup de petites communes qui ont une usine, etc. Et ce qui nous permet d'augurer des développements qui vont se répartir aussi de façon plus homogène sur l'ensemble du territoire. 2050, côté du logement social, on aura rénové le parc, et d'un point de vue énergétique, on aura des logements qui seront, dans le pire des cas, en classement D. Je pense qu'on n'aura plus de parc E, F, c'est sûr et certain. Donc ça veut dire pour les habitants, des conditions de vie qui seront plus confortables et moins coûteuses. Donc ça, c'est important aussi dans l'aspect renouvellement du parc. On aura développé beaucoup de logements, que ce soit en accession abordable, sécurisée ou en locatif social. Après, vous dire combien, il y a quand même encore pas mal d'inconnus et un vrai casse-tête sur le coût de la production de ces logements. Ça, aujourd'hui, l'équation n'est pas résolue.
Merci Valentin Josse, il reste 30 secondes pour moi, conclure. ça sera effectivement aussi une vision très positive à l'image aussi de l'ensemble des invités qui ont pris la parole, parce qu'effectivement, je crois beaucoup aussi à cette capacité qu'ont les Vendéens, quel que soit le domaine, à chasser en meute, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les bailleurs sociaux vendéens travaillent ensemble, main dans la main. Damien en est un des artisans. Nous avons aussi les maires, les présidents de Comcom, nous avons travaillé ensemble sur notre contribution à la charte foncière départementale avec l'État et la Chambre d'agriculture, sur les documents de planification. Nous travaillons justement à éviter cette fracture territoriale qui pourrait nous menacer. Et si nous arrivons à conjuguer cette capacité à travailler ensemble, travailler sur l'équilibre territorial, eh bien, et je n'en doute pas, la Vendée fera encore une fois de plus la course en tête. Eh bien, on se donne rendez-vous en 2050 pour voir si tout ceci se vérifie. Je remercie l'ensemble de nos invités d'avoir participé à cet enjeu majeur consacré au logement. Merci Colline. On va se retrouver au sein de la rédaction de TV Vendée pour continuer à alimenter les journaux, notamment en parlant de sujets consacrés au logement. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce dossier sur notre site internet tvvendée.fr. Très bonne soirée à vous tous et à bientôt.